L'inflation qui est légèrement repartie à la hausse en décembre en France, 3,7% contre 3,5% en novembre. Est-ce que ce sursaut est temporaire ou pas? On en parle avec vous. Charles Sana, bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde et bonne année à tous. Tous mes voeux, ravi de vous retrouver évidemment, fondateur du site Insolentiae. Ce sursaut, il était attendu par l'INSEE, ce n'est pas une surprise non plus. Est-ce que ça remet en question ou pas ce reflux de l'inflation auquel on a assisté depuis maintenant un an? On est passé de 6% d'inflation en France à 3,7% donc aujourd'hui. Est-ce que ce sursaut, il est provisoire ou est-ce qu'on pourra avoir d'autres mauvaises surprises dans les semaines ou les mois qui viennent? Vous vous souvenez, à une époque lointaine, David, on nous parlait des petites pousses vertes pour parler des espoirs sur les marchés américains et sur les espoirs de la Fed. Euh, alors, un chiffre, ça ne fait pas une tendance, d'accord? Un chiffre, ça ne fait jamais une tendance. Donc, le chiffre, est-ce qu'il faut s'inquiéter, pas s'inquiéter? Bon, c'est prématuré. Moi, je vous parlerai après, on échangera, je suppose, un petit peu sur les prévisions à long terme de l'inflation. Pas tout à fait la même vision que les banques centrales et que la majorité des économistes là-dessus, mais pour parler de ce chiffre-là, il faut le mettre en corrélation aussi avec d'autres éléments, notamment par exemple l'indice des coûts à la production, après d'avoir beaucoup, alors, il avait beaucoup monté, ce qui avait matérialisé de manière un petit peu, on dit que c'est un indicateur avancé, ça avait matérialisé l'inflation très forte que nous avons vécue. Cet indice des prix à la production avait fortement chuté. Aujourd'hui, il est plutôt en train de repartir. Donc attention, je pense que le chiffre que nous avons là, et ça sera confirmé par les autres statistiques à venir, est sans doute précurseur d'une montée de l'inflation à nouveau, mais qui sera certainement pas de l'ampleur de ce que l'on a connu ces 2 dernières années, mais plutôt une inflation entre 3 et 5%. Ah, quand même. Parce que Ah oui, quand même. c'est pas du tout, encore une fois, il faut regarder un petit peu. Alors, déjà, aussi, on explique un petit peu ce qui s'est passé quand même. Pourquoi est-ce que ça rebondit, même si, encore une fois, statistiquement, c'était attendu. C'est l'accélération des prix de l'énergie et des services. C'est ça qui explique cette petite bosse, entre guillemets, ce petit sursaut. Comment est-ce qu'on sait si ces deux composantes ne vont pas encore continuer à jouer négativement dans les prochains mois? Oh ben, elles vont continuer à jouer négativement dans les prochains mois et je vais même vous faire une prédiction complètement ahurissante, David, même dans les prochaines années. Et la raison, elle en est extrêmement simple. Nous avons face à nous ce qu'on appelle la déplétion des énergies fossiles. Alors, il y a deux formes de déplétion, c'est-à-dire de raréfaction des énergies fossiles. La première raréfaction des énergies fossiles, eh bien, c'est tout simplement la raréfaction physique de ces énergies fossiles. Si vous prenez l'Arabie Saoudite avec leur programme Vision 2030, en 2030, c'est-à-dire demain, vous n'avez plus de recettes pétrolières en Arabie Saoudite, ce qui signifie implicitement qu'il n'y a plus tellement de pétrole en Arabie Saoudite. Ça, c'est le premier élément. Donc, c'est une raréfaction physique. Le deuxième, et puis cette raréfaction physique, elle s'accompagne du fait que, bien sûr, on trouve de nouveaux champs de pétrole, bien sûr, on va compenser pour partie, mais à chaque fois que l'on avance, on sort du pétrole de plus en plus coûteux et qui nécessite une dépense énergétique de plus en plus importante. Pour vous la faire courte, si je dois dépenser un baril d'énergie pour sortir un baril à 8000 mètres de profondeur, eh bien, 1 moins 1 égale 0 égale la tête à Toto, je ne me fatigue pas à le faire puisqu'à la fin, j'ai pas de rendement net. Donc, si vous voulez, il y a vraiment un principe de limite physique. Et puis, le deuxième facteur de déplétion, c'est qu'on veut plus se servir, de moins en moins se servir des énergies fossiles pour ces histoires de CO2, de bilan carbone, etc. Ce qui veut dire que de toute façon, on fait une transition énergétique vers des énergies dites renouvelables. Et, excusez-moi, et les énergies renouvelables, elles coûtent beaucoup plus cher à exploiter, beaucoup plus cher à créer, beaucoup plus cher à stocker. Donc de toute façon, on est sur une augmentation tendancielle des coûts de l'énergie. Que ça plaise ou pas, c'est pas le sujet. C'est une donnée des 10 prochaines années. Les coûts de l'énergie, tendanciellement, vont continuer à croître. Et ben, ça veut dire que tendanciellement, ce coût de l'énergie va continuer à avoir un impact sur les prix à la production. Mais sur Et tout 2024, sera pardon de ne pas voir aussi loin que vous, Charles, je vous adore, mais sur 2024, parce que si on regarde ce qui s'est passé en 2022, l'inflation en France, selon l'INSEE, 5,2%.
4,9% en 2023, donc on est toujours autour de 5%. Là, on a un gouvernement qui nous dit, cette année, en moyenne, on fera 2,6% d'inflation. C'est pas très loin de ce que nous disent aussi la BCE, enfin les banques centrales. Et je me rappelle Patrick Artus, qui était l'économiste Natixis, qui était avec nous juste avant les vacances, qui me disait on sera plus élevé cette année. Il me disait autour de 3,5%. Ça fait un point d'écart par rapport aux prévisions du gouvernement. Ouais, ben, je suis tout à fait d'accord et tout à fait en ligne avec ce qu'a dit Patrick Artus. On va continuer à voir, si on prend l'exemple juste de la France, des hausses de l'énergie. On parle de 10% tous les 6 mois. Donc, si vous voulez, ces hausses de l'énergie, la fin du bouclier tarifaire, le fait que rien n'est réglé au niveau du mécanisme européen de fixation des prix de l'énergie, tout ça fait qu'on est extrêmement fragile et que là encore, nous qui avons, si vous voulez, on a lissé, on n'a pas pris le pic d'inflation plein pot, on l'a lissé sur 3 ans, quoi. Donc de toute façon, ce que les Européens, les autres pays européens ont payé tout de suite en 2020, 2021, 2022, bah nous on va le payer sur 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Mais ça va maintenir une inflation un petit peu plus élevée que la moyenne en France, et c'était la stratégie du gouvernement. Donc, oui, on va rester certainement beaucoup plus haut que les prévisions qui sont actuellement affichées. Et ça, si vous voulez, c'est sans les tensions géopolitiques, sans le renchérissement des coûts des importations liées, vous savez, quand on commence à faire le tour par l'Afrique et qu'on passe plus par le canal de Suez parce que il y a des tensions avec le Yémen, les Houthis, etc. Bah, on alourdit les coûts de transport, on alourdit, vous avez aujourd'hui avec l'inflation des augmentations des coûts de salaire et des coûts de salariaux en France. Vous avez une augmentation du SMIC, vous avez une augmentation des salaires. Donc, dans les services, vous avez une spirale inflationniste vis-à-vis des coûts de production des services via les salaires qui est enclenchée. Donc, tout ça, si vous voulez, ce sont des éléments qui, de toute façon, à court terme, vont peser sur l'inflation. Et si vous regardez ce qui se passe sur le marché du pétrole, malgré la hausse des taux, les cours du pétrole ne se sont pas effondrés, loin de là, et les pays de l'OPEP essayent de maintenir des niveaux relativement élevés. Donc à vous écouter, Charles, Et, à vous écouter, le reflux de l'inflation qu'on constate, je parle de la France, le gros de ce reflux est quasiment derrière nous, puisqu'on est à 3,5%, et que Patrick Artus et vous aussi, vous me parlez de 3,5% d'inflation en 2024. oui, oui, la baisse de la désinflation a été pour l'essentiel réalisée. Aujourd'hui, on Ce est n'est pas sur encore une une... fois le consensus à la fois des économistes et aussi de Oui, ce que nous dit indirectement la Banque Centrale Européenne. complètement, mais aujourd'hui, on a de très nombreux facteurs qui sont profondément et structurellement inflationnistes. Encore une fois, la démondialisation, regardez ce qui se passe sur le marché des véhicules électriques. D'abord, les véhicules électriques sont structurellement plus chers que les véhicules thermiques. Donc, si je rachète aujourd'hui un véhicule électrique, ça me coûte beaucoup plus cher que si j'avais acheté l'équivalent thermique. Mais c'est pas le seul élément. Regardez les bonus écologiques aujourd'hui, ils sont fonction de la distance parcourue par rapport au lieu de production de votre voiture électrique. En clair, les voitures électriques chinoises, elles sont pénalisées alors qu'elles sont les moins chères par rapport aux voitures électriques européennes qui sont les plus chères. Et ben c'est profondément inflationniste. Le fait de relocaliser notre production, c'est profondément inflationniste. La transition énergétique, la transition écologique, quand on fait tous la même chose au même moment, c'est profondément inflationniste. Donc, on Il faut a des regarder aussi, pardon, je vous facteurs coupe, il faut regarder aussi la tendance des naturellement. salaires. Il y a aussi les salaires à regarder. Et le salaire avec le chômage qui remonte et l'activité qui stagne, potentiellement, il y a moins de risques inflationnistes en lien avec les salaires. Eh bien, je ne suis pas persuadé parce que vous êtes dans une situation qui est très paradoxale sur le marché de l'emploi. On constate aujourd'hui une augmentation du chômage, hein, contrairement à ce que disait le président de la République lors de ses vœux où tout était extraordinaire et où on était en plein emploi, on avait vaincu le chômage. La réalité, elle est nettement plus nuancée. Si on regarde les statistiques de la DARES sur les 2 derniers mois, c'est plutôt une remontée assez significative du chômage avec une remontée
remontée assez significative des défaillances d'entreprises. Donc oui, effectivement, là, on pourrait dire ça va calmer et ça va inciter à la modération salariale. Mais de l'autre côté, vous avez des gens, des citoyens, des travailleurs qui de toute façon ont des contraintes budgétaires qui sont réelles et moi je refuse d'aller travailler pour un salaire inférieur à X ou à Y. Et ça, aujourd'hui, les gens préfèrent quitter le marché de l'emploi plutôt que d'aller travailler pour un salaire juste de subsistance qui permet de payer les frais de déplacement, le gasoil. Et si vous voulez, il y a un vrai sujet autour du fait que je travaille, mais je n'arrive pas à vivre de mon travail. Et donc, l'inflation, elle a amplifié ce phénomène de manière considérable ces 3 dernières années. Donc aujourd'hui, vous avez des revendications salariales qui sont extrêmement fortes de la part des gens. On ne peut pas le leur reprocher et donc ils refusent tout simplement de travailler si le salaire n'est pas en ligne avec leurs souhaits. Et là, on va avoir sur le marché du travail un moment très compliqué en termes d'ajustement qui va durer tout le long de l'année 2024, en attendant un peu de voir réellement de quel côté va retomber la pièce. Et je pense qu'on va aller surtout sur un marché du travail complètement bloqué, avec d'un côté des entreprises qui vont chercher, qui ne vont pas trouver, et de l'autre côté des candidats qui ne vont pas revoir à la baisse leurs prétentions salariales, pour la simple et bonne raison qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'il y a des coûts de transport, il y a des impôts, il y a des taxes qui ne font qu'augmenter, donc il y a des dépenses contraintes qui aujourd'hui augmentent de manière très significative. Et ça, attention, je pense que les entreprises ne le voient pas venir, les économistes ne le voient pas venir, et je pense que ça va être extrêmement prégnant sur le marché de l'emploi. On va vivre quelque chose que nous n'avons jamais vécu, un blocage du marché de l'emploi comme nous avons un blocage du marché de l'immobilier. Allez, merci beaucoup. On fera d'autres émissions sur ces sujets-là. Hein. C'est plus vaste. C'est passionnant. Merci en tout cas, c'est toujours un plaisir. Charles Sana, fondateur du site Insolentia. Merci Charles, bonne année et bonne semaine. Merci David, à vous aussi. À bientôt.